Le Moyen-Âge s'achève à peine avec la prise de Constantinople et la découverte des Amériques par Colomb. La science se réveille après des siècles de balbutiements. On fait des mathématiques dans des branches précises, souvent liées à l'intérêt collectif. La notion de recherche fondamentale n'existe pas et l'esthétisme grec a été oublié il y a longtemps. On fait de l'algèbre pour gérer le commerce et de l'astronomie autant par superstition que pour la navigation. Le 30 juin 1503, lors de son 4e voyage vers le Nouveau Monde, Christophe Colomb échoue en Jamaïque. La population nourrit son équipage, mais après 6 mois, cesse. Le 1er mars 1504, voyant son équipage s'affamer, Christophe Colomb saisit son almanach pour préparer le départ. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre que le soir même, une éclipse totale aurait lieu. La population indigène n'est pas du tout au fait des raisons scientifiques de ces phénomènes. Et ça, Colomb le sait. Il se précipite alors vers le cacique en lui annonçant une grave nouvelle. Son dieu est en colère et le manifestera par un signe clair. Le soir, comme prévu, une lune rouge se dévoila. Et voici ce que dit le fils de Christophe Colomb à ce propos. Avec de grands cris et des lamentations, les indigènes accoururent de partout vers les vaisseaux, chargés de provisions, priant l'amiral d'intercéder en leur faveur auprès de la divinité, afin qu'elle ne répande pas sur eux sa colère. Colomb se retira dans sa cabine, prétextant vouloir prier, en réalité pour compter le nombre de minutes qui lui restaient avant la fin de l'éclipse. Et 48 minutes après le début de celle-ci, il annonce aux indigènes qu'ils sont pardonnés. Et la lune, automatiquement, redevint blanche. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je vous raconte cette anecdote alors que vous avez cliqué sur une vidéo censée parler de Jérôme Cardan. Tout simplement parce que la pensée magique est un élément épistémologique notable de la culture scientifique renaissante. Et Jérôme Cardan, de tout son génie, ne s'en départit pas. Loin de là. Bien que la géométrie soit toujours la mère mathématique en Europe, l'algèbre renaît, surtout grâce aux Arabes qui réimportèrent également en Europe les éléments d'Euclide, totalement disparus de la circulation jusqu'alors. Malgré la Renaissance, l'Europe est dans une période de trouble. Les conflits religieux sont omniprésents. Et c'est dans ce contexte qu'en 1501 en Italie, naît Jérôme Cardan, homme passionnant et tumultueux, à la fois astronome, mathématicien, médecin et surtout le dernier des mages. L'autobiographie qu'il nous laisse est la première que l'on recense dans le monde occidental. Savoureuse et drôle, elle nous plonge dans l'Italie post-médiévale, avec ses traditions étonnantes et ses superstitions amusantes. Nous allons au cours de cette vidéo expliquer en détail le principe de la méthode de Cardan, qui permet de déterminer les racines des polynômes de degré 3, et qui par la même occasion permirent la découverte des nombres imaginaires. L'histoire raconte que Cardan a subtilisé les formules d'un autre mathématicien, appelé Fontana, plus connu sous le nom de Tartaglia. Ce dernier lui aurait confié ses formules, sa méthode, si Cardan promettait de ne pas révéler son secret. Peu de temps après, si l'on se fie à ce que nous dit Cardan, un autre mathématicien connu sous le nom de Del Ferro fit la même découverte que Tartaglia, ce qui rendait sa promesse caduque. La véracité de cette histoire n'est pas du tout confirmée. Il faut tout simplement croire sur parole Cardan, et vous allez le voir que la versatilité de ses opinions tout au long de sa vie impose une certaine prudence. Les carnets de Del Ferro n'ont jamais été retrouvés, et il est aussi très étonnant de constater que Tartaglia, de tout son génie, ne fit rien de comparable du reste de sa carrière. Une hypothèse est que Tartaglia lui-même aurait pu subtiliser les carnets de Del Ferro. Et cette hypothèse est corroborée, si l'on s'en tient à ce que nous en dit Cardan, par l'étonnante similarité entre les traités des deux hommes. Cardan est accro au jeu, et son addiction le pousse à trouver un moyen de ne plus se ruiner. On lui accorde par là la paternité du calcul de probabilité. Voici ce qu'il dit à ce propos. « Je me suis adonné sans mesure dès mon adolescence au jeu d'échecs. Par lui, je connus le prince Francesco Sforza, et je m'acquis l'amitié de beaucoup de nobles. Mais en m'y étant occupé presque 40 ans, je ne saurais dire combien j'ai souffert de pertes dans mes biens sans profit d'aucune sorte. Et les dés me furent encore plus funestes. » Sa santé est fragile. Il dit se considérer bien portant lorsqu'il ne souffre que de tout. Il étudie d'ailleurs la médecine pour pouvoir s'occuper de lui-même. On sent chez lui une certaine hypocondrie et également une légère schizophrénie. D'autre part, je sais par expérience qu'il ne m'est pas possible de ne pas souffrir du tout. Quand cela arrive, il s'élève en mon âme une sorte de fougue si pénible qu'il n'est rien de comparable. Et je trouve bien moindre une douleur ou une cause de douleur qui n'a rien de honteux ni de dangereux. Aussi imaginais-je pour cela me mordre les lèvres, me tordre les doigts et me pincer la peau, me presser le muscle du bras gauche jusqu'aux larmes. Et par ce secours, j'ai vécu jusqu'à ce jour sans déshonneur. Il raconte entendre régulièrement des voix, ainsi que des cris de porcs et de canards la nuit. Ces voix, qu'il appelle des songes, l'orienteront toute sa vie dans ses prises de décision. L'enfance du jeune Cardan est catastrophique, à tel point que cela peut donner à sourire tant les malheurs semblent s'acharner contre lui. Sa vie peut être résumée par ces quelques points. Sa mère tente d'abord de l'avorter, puis il attrape la vérole à 1 mois. Il est frappé par ses parents sans raison jusqu'à ses 7 ans, et à 8 ans, contracte la dysenterie. À 9 ans, il se fend le crâne après une chute et, à peine remis de cette blessure, prend une tuile sur le front en marchant dans la rue. À 14 ans,
la France attaque constamment sa région. À 18 ans, il attrape la peste, puis souffre d'hémorroïdes, de gouttes et d'impuissance jusqu'à son mariage. Il se fait mordre 2 fois par un chien. Cardan raconte en définitive que tous les chiens souhaitent le mordre. Son fils est exécuté pour avoir empoisonné sa femme, sa fille se prostitue et meurt de la syphilis, et enfin, pour couronner le tout, il est emprisonné sous dénonciation de son fils pour avoir fait l'horoscope du Christ. Je m'octroie donc le privilège de vous présenter la magnifique méthode de Cardan, qui est un des plus grands accomplissements mathématiques de la Renaissance. Alors, la première chose qu'il faut préciser avant de démarrer, de se lancer à corps perdu dans la méthode de Cardan, c'est que les algébristes italiens, les algébristes de manière générale, avaient compris de manière assez évidente que, quoi qu'il en soit, un polynôme de degré impair, donc un polynôme de degré 3 par exemple, aurait au moins une solution. Ils se sont dit, puisqu'il y a au moins une solution, il devrait y avoir des rouages suivant A, B, C, D qui nous permettront de trouver au moins une racine réelle. Vous savez donc probablement, la méthode de Cardan, c'est ce qui a permis la découverte et l'introduction des nombres imaginaires dans l'algèbre moderne. Alors par chance, on a bien réussi à trouver une méthode, un algorithme, qu'on appelle la méthode de Cardan, mais malheureusement, on a également démontré qu'il n'y avait pas de méthode pour les degrés supérieurs ou égaux à 5. Le premier principe de la méthode de Cardan, donc on commence avec un polynôme de degré 3 classique, ax³ plus bx carré plus cx plus d. On va essayer de se ramener à un polynôme de la forme x³ plus px plus q. Pour cela, on va invoquer un premier changement de variable qui est x moins b sur 3a égale petit x. Alors, je fais le pari de ne pas développer tous les calculs. Vous pouvez le faire, c'est un très bon exercice de calcul. C'est simplement pour gagner 1 de la place sur le tableau et 2 du temps. Et c'est pas ça qui est le plus important, on va quand même noter les quelques étapes. On a donc que P de grand X, c'est quoi? C'est A fois X moins B sur 3A au cube, plus B facteur de X moins B sur 3A au carré, plus C facteur de X moins B sur 3A, plus D. Et tout ça, bien évidemment, on veut trouver la valeur de X annulatrice. Si vous développez ce calcul, alors pour développer un cube, on utilise en France le triangle de Pascal, mais puisqu'on parle de la méthode de Cardan et de Tartaglia, vous allez utiliser le triangle de Tartaglia, c'est évidemment la même chose, mais en italien on l'appelle plutôt le triangle de Tartaglia. Et vous allez tomber, en développant tout ça et en réduisant et en divisant par A, sur un truc de la forme x³ plus px plus q. Bon, égal à 0, hein, évidemment, donc on peut mettre des signes d'équivalence entre. L'idée de ce changement de variable, c'est que ça annule le terme en x carré. Alors, que vaut P? P égale moins B carré sur 3A carré plus C sur A. Donc, il y en a qui sont super motivés. Vous pouvez apprendre la méthode de Cardan avec les A, B, C et D. D'accord? On va noter la formule générale avec P et Q, mais vous pouvez garder en tête que P, c'est moins B carré sur 3A carré plus C sur A, et que Q, qui fait P sur 27A, facteur de 2B carré sur A carré moins 9C sur A, plus D sur A. Vous allez vite vous rendre compte que la méthode de Cardan, en pratique, est justement impraticable. Si on voulait s'en sortir avec les A, B, C, D, ce serait très compliqué. Alors, maintenant qu'on a fait ce premier changement de variable et qu'on arrive là-dessus, les algébristes italiens, donc soit Del Ferro, soit Tartaglia, soit Cardan, se sont dit, on va faire un deuxième changement de variable. Et c'est là le vrai coup de génie. C'est qu'on va poser que grand X, c'est U plus V. C'est une somme de solutions U et V. Et ce qu'on remarque, c'est que si on développe U plus V au cube, avec le triangle de Tartaglia, on obtient U cube plus 3U carré V plus 3V carré U plus V cube, que je peux réécrire U cube plus V cube plus 3U V facteur de U plus V. Vous voyez donc qu'on retrouve alors U plus V au cube. Ça, on va le passer de l'autre côté. Moins U cube plus V cube, moins 3UV, facteur de U plus V. Alors bon, j'ai oublié les signes d'égalité, bon, c'est pas très important. Tout ça, c'est équivalent. Finalement, on retrouve bien notre X cube. Là, on aura moins 3UV. On a dit que U plus V, c'était X, et moins U cube plus V cube. Donc tout ça, évidemment, toujours égal à 0. Hein. On fait une petite identification. On voit que ça, c'est égal à P, que ça, c'est égal à Q. Par conséquent, on va pouvoir noter effectivement que P égale moins 3UV et que Q est égal à moins U au cube plus V au cube. Et là, les mecs ont senti quand même quelque chose arriver. On va utiliser les formules de coefficients racines qu'on appelle parfois formules de Viette. C'était avant François Viette, donc on n'appelait pas ça les formules de Viette à l'époque, mais les formules de coefficients racines. Les formules de coefficients racines pour les polynômes de degré 2 étaient connues bien avant François Viette. François Viette les a étendues à tous les degrés. Ce que l'on va faire, donc ça, vu que c'est un couple
on va le mettre comme ça. Et ça, c'est équivalent à quoi? On va diviser par moins 3 pour isoler le u fois v. On a donc p divisé par moins 3 qui est égal à u fois v et moins q qui est égal à u cube plus v cube. Ce qu'il nous faudrait pour dire que u cube et v cube soient les solutions d'un polynôme de degré 2, c'est que u cube fois v cube fasse quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout élever au cube ici. Et là, on a bien que la somme des racines fait moins q et que le produit des racines fait p sur moins 3, le tout au cube. Par conséquent, cela veut dire que... Alors, je vais reprendre ici. Vous voyez, la méthode de Cardan, c'est quand même velu. Hein. Il faut de la place. J'ai un tableau de 3 mètres. J'essaie d'écrire assez gros pour que tout le monde y voit. Donc, on va reprendre ici, faire une petite séparation. U cube plus v cube, c'est l'opposé de la somme des racines. U cube plus v cube, ce sera notre moins b. Et u cube fois v cube, ce sera notre c. Par conséquent, ces solutions, alors je ne vais pas l'appeler petit x ni grand x, mais ce sera solution de, allez, grand Z carré, plus, donc ça c'est moins b, ça veut dire que ça c'est b, plus qz, plus ça, qui fait moins p au cube sur 27. Je reprends pour que ce soit bien clair. Si u cube et v cube sont solutions d'un polynôme de degré 2, alors ce polynôme de degré 2, c'est forcément z cube plus qz moins p cube sur 27. Puisque ça, c'est censé être le c dans ax carré plus bx plus c, et que ça, c'est censé être moins b. C'est pour ça que ici, je n'ai pas mis moins q, mais plus q. Et ça, vous savez parfaitement le résoudre. On obtient donc un discriminant qui vaut q carré moins 4 fois 1 fois, du coup, alors p cube sur 27, et le moins qui est ici, hop, je vais le mettre là. Et donc, maintenant, on fait notre disjonction de cas que vous connaissez bien sur les polynômes de degré 2. On va donc avoir que u au cube, c'est moins b, donc ici moins q, moins racine de q au carré plus 4p carré sur 27. Alors faites attention, vous voyez ce genre de truc, faites bien une racine généreuse, hop, qui prend tout le monde. Le tout sur 2, et v cube, bien c'est la racine conjuguée, moins q, plus racine de q au carré plus 4p carré sur 27. Le tout sur 2, bien entendu. U et V, ils doivent impérativement vérifier ça. Nous, on sait que notre x, qui est notre solution, donc je rappelle que c'est encore une solution avec un changement de variable. Après, si on veut trouver x, il faut passer le b sur 3a de l'autre côté. Il va nous falloir donc exhiber toutes les racines cubiques. Alors, à l'époque de Cardan, les nombres complexes n'existaient pas, et la forme exponentielle, on ne savait pas ce que c'était. Donc, ce qu'on disait, c'est que x, c'était égal à quoi? C'était égal à la racine cubique de ça, plus la racine cubique de ça, la racine réelle, la racine cubique qu'on connaît. Donc, on écrirait racine cubique de moins q moins racine carrée de q au carré plus 4p carré sur 27. Le 27 est bien dans la racine sur 2. Le 2 est bien dans la racine cubique. Plus racine cubique de moins q plus racine carrée de q carré. Alors, plus 4p carré sur 27 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de la solution réelle, grand X. Par conséquent, si on voulait petit x, eh bien petit x, ce serait ce truc-là, plus b sur 3a. Et c'est comme ça qu'on exhibe au moins une solution réelle. Ça, c'est pour l'algorithme. Et ensuite, on va faire un petit exemple, et on va regarder l'exemple de Bombelli qui a permis l'introduction des nombres imaginaires. J'ai fait un peu de propre et j'ai remis les grandes étapes de la résolution parce qu'il y en a peut-être qui ont tiqué, qui se sont dit attendez là, qu'est-ce qu'il fait il fait pas la disjonction de cas avec le discriminant, si c'est positif, si c'est négatif, si c'est nul. On va le faire maintenant parce que c'est justement assez contre-intuitif. On a dit que dans tous les cas, la méthode de Cardan exhibait au moins une racine réelle. Mais effectivement, il faut faire la disjonction de cas avec notre discriminant. Et alors, ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est que si mon delta est positif, il y a une seule solution réelle qui vaut grand X égale U plus V, avec U qui est la racine cubique du polynôme de degré 2 de tout à l'heure, c'est-à-dire moins Q moins racine carrée de delta. Donc je vais juste noter delta pour simplifier sur 2, et V, la racine cubique de moins Q plus racine de delta sur 2, et le 2 est bien dans la racine cubique. Maintenant, si delta égale à 0, bien là, il faut faire une disjonction de cas aussi sur delta égale à 0. Avec P égale Q égale à 0, alors 0 est seule solution de l'équation. Donc seule solution, ça sous-entend que c'est solution triple, bien évidemment. Et si delta égale à 0 avec P et Q, tous deux différents de 0, aucun des deux n'est nul, alors eh bien, on a une solution qui est double, évidemment, qui est donc x égale, c'est la même chose que ça, mais sauf qu'on enlève le racine de delta puisqu'il vaut 0, donc racine cubique de moins q sur 2. Donc ça, c'est pour x1 qui est la solution double. Et x2, ça se trouve facilement,
c'est 2 racines cubiques de moins q sur 2. Voilà. Et maintenant, le cas le plus intéressant, si le delta est négatif, alors il y a 3 solutions réelles. Il y a 3 solutions réelles, et pour les trouver, il faut faire une petite escapade justement dans les complexes. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples que l'on va traiter tout à l'heure, notamment avec l'exemple de Bombelli. Mais avant ça, je vous propose de refaire un petit tour là-bas pour poursuivre l'histoire magnifique de Jérôme Cardan. Cardan voulait plus que tout marquer son temps et que son nom demeure. On l'a vu, sa vie a été difficile, mais ce qu'il eut le plus de mal à endurer, c'est la mort de son fils, exécuté pour avoir empoisonné sa femme. En plus de la tristesse dont il ne se remit jamais, cet événement pourrit son nom, et tout sera tenté pour le radier de sa chaire de médecin. Son caractère supérieur et ses qualités folles engendrèrent à l'époque beaucoup de jalousie, et il sera mis à l'épreuve sur de nombreuses autopsies afin de démontrer sa présumée incompétence. Mais Cardan ne se trompait jamais. Pauvre toute sa vie, vraiment pas aidé par son addiction au jeu, il rencontre par ce hobby des membres de la famille Sforza qui règnent sur une majeure partie du royaume d'Italie de l'époque avec la famille Visconti et les Borromée. Ces fréquentations princières auraient pu lui permettre d'accumuler énormément d'argent. Le roi de France lui-même lui offrit une somme considérable pour qu'il se rende en France afin de le soigner des maux que les médecins français ne parvenaient pas à guérir. Il n'est peut-être rien dans ma conduite qui puisse me rendre digne d'éloge, mais si j'en mérite, ils sont assurément moindres que le blâme que me vaudrait justement, je le sais, mon application immodérée au dé. Un jour, le petit-fils Borromée tomba malade. Cardan était en charge de l'examiner, mais l'estima bien portant. Il remarqua toutefois une certaine irrégularité dans son pouls. Le traité de référence sur la question est celui de Galien, et Cardan ne l'a pas encore lu. Il sait qu'il est lacunaire sur la question, et que son ordonnance risque d'être approximative. Il décide de prescrire du diarobe et de la turbite, réputés pour améliorer la circulation sanguine et pour leurs vertus purgatoires. Il confie l'ordonnance au valet de chambre, qui s'en alla immédiatement à la pharmacie. Le sort de l'enfant est capital à la fois pour la carrière de Cardan, mais aussi pour sa vie. Il ne peut pas risquer une mauvaise administration. Tous les médecins du royaume sont contre lui. La vie du petit-fils Borromée tient entre ses mains. Il ne peut pas risquer une mauvaise administration, et tout doit être fait pour qu'aucun reproche ne puisse lui être adressé. Prétextant un oubli, Cardan rappelle le valet de chambre pour compléter l'ordonnance. En réalité, il la déchire et en concocte une nouvelle, dont voici la composition. De la poudre de pierres précieuses, de la poudre de perles, et surtout, de la poudre de corne de licorne. Oui, de la poudre de corne de licorne. C'était le médicament le plus luxueux de l'époque, que seuls les plus riches pouvaient s'offrir. La mixture est bue par l'enfant qui, sans surprise, la vomit aussitôt. 3 autres médecins notables vinrent alors au chevet de l'enfant. Ils sont tous hostiles à Jérôme Cardan. Après avoir examiné l'ordonnance de ce dernier, ils sont unanimes. Elle est absolument parfaite et l'enfant doit reprendre une dose au plus vite. Sans succès. Le lendemain, l'enfant agonise et le père s'en prend à Cardan. « Voici l'enfant que tu n'estimais pas malade, lui dit-il, et voici ce que raconte Cardan. Si j'avais employé le remède diarobe turbite, qui n'était pas sûr du tout, ça en était fait de moi. J'échappais à la mort, et le dommage que je souffris de cette honte, je le compensais par l'étude, et dans la suite, je n'eus pas à le regretter. » Peut-être vous demandez-vous ce que je suis en train de vous raconter comme ânerie. Figurez-vous qu'en Europe, au XVIe siècle, circule une 50aine de cornes de licorne. La licorne est un animal purificateur d'eau. Son cuir est magique, et sa corne soigne tout. C'est une idée que Gaston Bachelard inscrirait dans l'esprit pré-scientifique, qui croit que le pur est le mieux, que le vrai diamant conduira mieux l'électricité que le factice, sous simple prétexte qu'il est vrai. Et ici, que le remède le plus cher et le plus rare sera nécessairement le plus efficace. Le mythe de la corne de licorne perdure jusqu'au XVIIIe siècle en Europe. Cette corne utilisée par Cardan est en réalité une corne de narval, animal découvert au XIIIe siècle dans les eaux du Danemark et dont le commerce de la protubérance démarre aussitôt. Une de ces 50 cornes de licorne est achetée par je ne sais plus quel roi en l'échange de son plus grand manoir. À l'époque, c'était le commerce le plus lucratif qui soit. L'autobiographie de Cardan laisse apparaître des zones sombres de sa personnalité. Il confie souffrir chaque jour, et que lorsque ce n'était pas le cas, il s'en prenait à lui pour y remédier. Au milieu de mes plus grandes douleurs morales, je me frappais la jambe avec une verge. Je me mordais cruellement le bras gauche. Je jeûnais. Je soulageais bien des maux par les larmes quand j'avais la chance de pouvoir pleurer. On colle à sa personnalité celle d'un arrogant, d'un imbuvable. Pourtant, il ne parle que rarement de lui pour faire des louanges. Naturellement enclin à tous les vices et à tout mal, sauf l'ambition, je reconnais mon incapacité plus que tout autre. La versatilité de ses opinions tout au long de sa vie impose une certaine prudence, d'autant que son autobiographie est achevée très peu de temps avant le répit, qu'il sentit venir et qu'il voulut laisser comme un testament, laissant de lui une trace immortelle. La légende raconte que Cardan trouva par le calcul la date exacte de sa mort. Là encore, cette anecdote est fausse.
Un des nombreux horoscopes qu'il fit pour lui-même lui prédisait une mort à 44 ans. Et là encore, il cessa de s'alimenter en attendant la mort, sans succès. Je viens de le dire à ses heures perdues, Cardan fait de l'astrologie. Et il fit celui du roi Édouard IV et lui prédit une longue vie. Et quelques semaines après, le roi Édouard périt. Et Cardan évoqua une étourderie dans les calculs, bien entendu. Cardan est connu pour sa méthode sur les polynômes de degré 3. Il est le premier à parler de calcul de probabilité et prédit la fission de l'atome. Il est moins connu pour ses ribambelles d'inventions médicales, comme la métoposcopie, qui soutient que les traits du visage sont en lien direct avec les astres. Il invente, ou plutôt croit à la palingénésie, et dit à ce propos, les feuilles pourries engendrent selon leur nature des animaux différents. Leibniz dit de lui, Cardan était un grand homme, sans ses défauts, il aurait été inégalable. Voilà jeunes gens, c'est tout pour cette vidéo sur la vie somptueuse de Jérôme Cardan et sur la méthode qui porte son nom. Je n'ai pas voulu être trop exhaustif parce qu'il y avait énormément de choses à dire et j'ai pas voulu vous bourrer le crâne. Et surtout, ma démarche est d'essayer de vous intéresser. Et je vous ai mis dans la description le lien vers son autobiographie que je vous conseille chaudement. Cardan a écrit d'innombrables livres et notamment le Traité des songes, qui est vraisemblablement passionnant. J'ai également mis dans la description un lien vers ce bouquin. Si ce format vous a plu et que vous n'avez pas vu celui que j'ai fait sur John Wallis, vous pouvez le consulter par ici ou par là. J'ai également traité l'histoire de Denis Vrain-Lucas, le faussaire qui a mystifié l'Europe scientifique. C'est une vidéo dont je suis très content, que je vous invite vivement à aller regarder. Et sinon, je vous dis à très vite avec un programme très riche. À la prochaine. Dans ce petit interlude, je vous propose que nous résolvions quelques équations faisant appel à la méthode de Cardan. Alors le plus simple, c'est quand on a le luxe d'avoir déjà un polynôme de la forme x cube plus px plus q. Ça, c'est vraiment chouette. On n'a pas à faire de changement de variable préliminaire, on a directement la bonne forme. Et donc, vous regardez la méthode qui est écrite juste ici. U cube v cube, ça doit être moins p au cube sur 27. Vu que p, c'est moins 18, ça doit nous faire du 18 au cube sur 27. Et 18 au cube, c'est 2 fois 9, donc 3 au carré, mais tout au cube. Donc ça fait du puissance 6. Et 27, c'est 3 au cube. Ça nous fait donc 2 au cube fois 3 au cube. Ça fait donc du 6 au cube. Et ça, c'est bien connu, ça fait 216. Et on veut que u cube plus v cube soit l'opposé de ça, donc 35. C'est donc solution de x cube. Alors, celui-là, plus 35x, non, pas plus 35x, moins 35x, excusez-moi, plus 216. On calcule, évidemment égal à 0, on calcule le discriminant, moins 35 au carré. Alors oui, ça sert à rien de mettre le moins, mais je le mets quand même pour que les élèves aient conscience de ça. Moins 4 fois 1 fois 216. Alors ça fait quoi? 35 au carré, ça fait 1225, moins 864. Et ça fait 336, 361. Ah, 361, c'est rassurant parce que c'est 19 au carré. On a donc les solutions. Alors, on a dit tout à l'heure, hein, je rappelle, quand le discriminant est positif, on n'a qu'une seule racine réelle. Une seule racine réelle qu'on va exhiber ici. Donc, on a que x, c'est moins b, donc 35, moins racine de delta, donc moins 19, parce que racine de 19 au carré, ça fait 19 sur 2, et x2, qui est 35 plus 19 sur 2. Alors ça nous fait du 8, hein, parce que ça fait 16 sur 2, 8, et ça nous fait du 54 sur 2, 27. Attention, ne pas conclure trop vite. Ça, c'est u cube, et ça, c'est v cube. U égale racine de 8 qui fait 2 et v égale racine de 27 qui fait 3. Oui, mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même donner les valeurs complexes. On veut quand même vérifier que u cube v cube fasse 216, mais surtout, ce qu'on veut vérifier, alors je vais écrire ici, c'est que u fois v fasse 6, d'accord? C'est ça qu'on veut vérifier. Et donc, quelles sont les racines qui vont fonctionner? Parce que ça a trait, alors s'il y a des élèves de première qui regardent, ça a trait à ce qu'on appelle les racines de l'unité. C'est sur le chapitre de complexe, je vais le traiter sur la chaîne en temps voulu. Donc là, pour l'instant, je suis obligé de faire un petit saut analogique. Et donc, on n'aurait que U, donc ça, je vais l'appeler U0, V0. Et donc, la solution, c'est la somme des deux. Hein. Donc, c'est-à-dire que X égale 5. On va quand même vérifier. 5 au cube, ça fait 125, moins 18 fois 5, ça fait 90. Il reste 35. Moins 35, ça fait 0. Donc c'est bon, on a trouvé la première solution. Mais maintenant, il faut qu'on utilise les racines troisième de l'unité. Donc la première racine de l'unité, on l'a trouvée ici. La deuxième racine de l'unité, c'est exponentielle 2i sur 3 fois, fois le module, donc la racine cubique de 8 qui fait 2. Donc ça sera U1 et V1, ce sera 3 exponentielle de 2i sur 3, mais le truc c'est que attention, quand on va les multiplier, on va obtenir 2 fois 3, mais exponentielle de 4 pi sur 3. Et donc qu'est-ce qu'il faut pour avoir du exponentiel de 0 et donc 1? C'est mettre un moins ici, d'accord? Donc ça, c'est notre deuxième couple solution.
Et le troisième couple solution. Et l'autre couple solution, ce sera U2 qui fait 2 exponentielle de 4i pi sur 3 et V2 qui fait 3 exponentielle de moins 4i pi sur 3. C'est la somme des deux qui donne la solution de l'équation. Mais la seule solution réelle, c'est x égale 5. C'est la seule solution réelle. Et ça, ensuite, vous le trouvez comment? En faisant une division de polynôme. On va faire la division euclidienne de polynôme qui est que x cube moins 18x moins 35 divisé par x moins 5. Alors là, il y en a peut-être qui se disent oui, mais là, on avait un grand x, mais on n'a pas fait de changement de variable au préalable. Donc le grand x et le petit x, c'est la même chose. Donc il nous faut quoi? Il nous faut multiplier par x carré pour enlever le x cube. X carré fois x, ça fait x cube. J'enlève x cube. X carré fois moins 5, ça fait moins 5x carré. J'ai donc ici plus 5x carré. Je tire un trait, il me reste 5x carré moins 18x moins 35. Maintenant, je vais enlever les 5x carré. Il me faut du coup plus 5x. 5x fois x, ça fait 5x carré. J'enlève 5x carré. 5x fois moins 5, ça fait moins 25x. Je prends l'opposé, je mets plus 25x. C'est le principe d'une division euclidienne classique que vous faisiez quand vous étiez en CE1. Il reste du 7x moins 35. Et là, pour enlever le 7x, il me faut du plus 7. 7 fois x, ça fait moins 7x. 7 fois moins 5, ça fait moins 35. Et il y a bien un reste de 0. Donc ce polynôme-là, qui est ici, on peut dire que c'est x moins 5, facteur de x carré plus 5x plus 7. Et là maintenant, plutôt que de s'embêter avec les racines complexes, etc., vous faites votre algorithme du discriminant classique sur le polynôme de degré 2. C'est ça le plus simple. On trouve une racine réelle. Dans tous les cas, ça va nous exhiber une racine réelle. Et ensuite, on factorise. Et c'est fini. Je vous propose un deuxième exemple. On va résoudre l'exemple historique, l'exemple de Bombelli, qui a mené à la découverte et la première acceptation des nombres imaginaires. On va recommencer comme tout à l'heure. On a que P égale moins 15 et Q égale moins 4. On veut que U cube plus V cube fasse moins Q. On va avoir donc U cube plus V cube fasse 4. Et on veut que U cube V cube, ça fasse moins V cube, c'est-à-dire 15 au cube, sur 27. Là, on peut dire que c'est 3 au cube fois 5 au cube sur 27, c'est 3 au cube. Voilà, donc ça se simplifie, il reste 5 au cube. Ça, c'est solution du polynôme x carré moins 4x plus 125 égale à 0. Si on fait le delta, on voit tout de suite que ça va être négatif. Et en l'occurrence, ça fait 16 moins 500, ça fait donc moins 484. Mais là, le mec, il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est pas grave, je continue, j'y vais. Il dit que la première solution, c'est x1 égale, du coup, moins b, donc 4, moins racine de moins 484 sur 2, ce qui à l'époque aurait pu lui valoir le bûcher, mais il a fait ça tranquillou chez lui. Et là, toujours aussi intrépide, il continue sur sa lancée. Il dit que ça fait 4 moins, racine de moins 1 fois racine de 484. Voilà, sur 2. Et ça fait 4 moins racine de moins 1 fois racine de 484 sur 2. Et ça, alors, racine de 484, ça, normalement, ça se simplifie bien parce que ça fait 22. Ça nous fait donc du 4 moins 22 racine de moins 1 sur 2. Donc, on va écrire directement 2 moins 11 racine de 1 et 2 plus 11 racine de moins 1. Voilà les solutions que trouve Bombelli. Et il dit, il n'y a pas de souci. Et je dois trouver la racine cubique de ces trucs-là. Il remarque que si on prend alpha égale 2 plus racine de moins 1 et bêta égale 2 moins racine de moins 1, on obtient que alpha au cube, c'est bien égal à ça. Donc je vais écrire i maintenant, d'accord? Et que bêta au cube, c'est bien égal à ça. Et donc il en conclut que les solutions, c'est la somme des deux, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et la somme des deux, ça nous donne quoi? 2 plus 2, 4, et moins 11i plus 11i, 0. Et donc la solution, c'est 4. On va vérifier. Est-ce que 4, ça marche? 4 au cube, 64, moins 60, moins 4, ça fait bien 0. Et on refait une division euclidienne de polynôme. Pourquoi se priver? On fait une division euclidienne de polynôme. Hop, on dit que z cube moins 15z moins 4, ça se divise. On a dit que 4 était solution, donc par z moins 4. D'accord? Il nous faut donc du z carré. Z carré fois z, ça fait z cube. J'enlève z cube. Z carré fois moins 4, ça fait moins 4z carré, donc plus 4z carré. Il me reste 4 z carré moins 15z, moins 4. Alors,
Ici, il va me falloir du 4z. 4z fois z, bien moins 4z carré. 4z fois moins 4, ça fait moins 16z. Donc ici, plus 16z. Il me reste z moins 4, et bien là, plus 1. Voilà, plus 1. J'ai donc que ce truc-là, c'est égal ni plus ni moins à z moins 4 facteur de z carré plus 4z plus 1. Et si je veux savoir quand est-ce que ça s'annule, j'ai juste à faire le discriminant de ce truc-là, c'est-à-dire delta égale 16 moins 4 égale 12. Et avec donc z1 égale moins 4, bon allez, plus ou moins, racine de 12 sur 2. Ça, c'est z1 et z2. Et on a trouvé les deux autres solutions. Il suffit de trouver une seule solution pour tout trouver. Donc voilà, c'est quand même assez complexe. C'est assez subtil et c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Même en étant bon, on fait des erreurs de calcul avec la méthode de Cardan. Et si on vous donne un polynôme qui n'est pas bien choisi, pré-réglé à l'avance pour marcher convenablement, vous allez forcément vous gourer. C'est très compliqué. Par contre, c'est un sujet de grand oral qui est hyper intéressant. C'est un sujet qui est hyper intéressant, assez vaste, assez profond. En termes de glorification de l'esprit humain, je trouve que ce qu'ont fait les algébristes italiens en 1500, je le rappelle, c'est absolument prodigieux et digne de respect. Et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'espère avoir été le plus clair possible. Il me semble l'avoir été. S'il y a eu des défaillances, vous me le faites savoir dans les commentaires. Soyez indulgents, c'est pas si évident. Et je vous dis à la prochaine pour un programme qui, je l'espère, vous plaira. Salut!